La question la plus importante actuellement, la question qu'il ne faut jamais cesser de répéter, c'est que plus aucun scientifique au monde, engagé dans les recherches, n'affirme que le linceul de Turin est un faux. Et plus personne n'affirme que c'est un faux, parce que plus personne ne peut affirmer que c'est un faux. Et ça, c'est un des grands résultats du Symposium de Paris, du 7 et 8 septembre 1989, qui a tellement ridiculisé la thèse du faux que plus aucun scientifique, sous peine de se ridiculiser, ne peut affirmer que c'est un faux. Et alors, quelques jours après ce symposium, le docteur Tite, donc, qui était le directeur de recherche du laboratoire du British Museum, a été obligé donc d'écrire, donc c'est lui qui avait organisé, enfin qui coordonnait toutes les recherches donc qui a été faite par le Carbone 14, a été obligé d'écrire au propre conseiller scientifique, donc Gonella, au conseiller scientifique de l'archevêque de Turin, donc le custode du linceul, que jamais il n'avait dit que c'était un faux. Alors ça, c'était un événement très très important, et qui a été confirmé d'ailleurs par une exposition qui a été faite au British Museum, donc de mars à août de l'année suivante, donc 90, qui avait un titre très provoquant qui s'appelait « Fake, the Art of Deception », faux, l'art de la duperie. Et alors c'était une grande exposition majeure du British Museum, et au cœur de cette exposition, il y avait la plus grande diapositive représentant le linceul de Turin, donc de 4,20 m à peu près sur 2,10 m, et qui était présentée d'ailleurs assez habilement, mais comme un faux. Alors le CIELT, donc, qui est l'organisation qui est sortie du Symposium de Paris, donc a réagi, je vais rapidement, ce sera un peu long, a réagi et a dit, British Museum a écrit, en faisant remarquer que la 4e page de couverture, donc le dos du catalogue, que le British Museum avait fait, parlait des faussaires du linceul de Turin. Il y avait écrit explicitement en gros caractères, les faussaires du linceul de Turin et ceux de l'homme de Piltdown, une sombre histoire dont je ne parlerai pas, avaient-ils le même purpose, le même objectif? Alors nous avons dit, vous parlez des faussaires, lesquels? Et alors le British Museum a reconnu qu'il avait été victime d'une désinformation et a retiré de la 4e page de couverture la référence à des faussaires. Donc plus personne actuellement n'affirme que c'est un faux. Parce que plus personne ne peut affirmer que c'est un faux. Bon. Alors ça, c'est un événement extrêmement important, parce que scientifiquement, si une pièce archéologique n'est pas un faux, c'est qu'elle n'a aucune signature de faux, et c'est donc que c'est un authentique. C'est la définition scientifique de l'authentique. L'authentique, c'est une pièce qui n'a qui ne donne prise d'aucune manière à un faux. Alors, c'est très important, parce que, et ça découle d'une évidence sur laquelle il faut insister, c'est le point le plus important, c'est que le linceul de Turin n'est pas reproductible. Et alors ça, c'est... Donc, il y a 4 mots importants pour le linceul de Turin, à mon avis. Il y a le fait que c'est une pièce unique, que c'est une pièce paradoxale, qui a une logique tout à fait paradoxale, que c'est une énigme et que c'est une provocation pour l'intelligence humaine. Alors, une pièce unique, bon, en 2 mots, une pièce unique, pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire que on a beaucoup crucifié, ça a été la mode à une époque, il y a eu beaucoup de juifs notamment qui ont été crucifiés, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été mises dans des linceuls, ça c'est indéniable, mais il n'y a qu'un seul linceul qui porte une image de ce type, qui porte même une image tout court. Donc il n'y a qu'un cadavre au monde, à notre connaissance, qui ait laissé son empreinte image sur un linceul. Donc on appelle ça une pièce unique au monde. Le lin lui-même, le tissu est unique, on n'a pas d'autre. Donc, pièce unique au monde, donc d'une valeur inestimable. Tout ce qui est unique est sans prix. Bon. Ça, c'est un premier point. Et unique aussi parce que vous avez à peu près toutes les disciplines de l'intelligence humaine sont représentées sur le linceul. Vous avez un aspect religieux, c'est évident. Vous avez des éléments juridiques. Pourquoi l'homme a-t-il ou n'a-t-il pas été crucifié? Pourquoi a-t-il été flagellé? Donc des éléments de droit. Vous avez des éléments économiques. Quel est le prix? Bon. Des éléments techniques, comment ce linceul est-il fait? Bon, des éléments médicaux. Enfin, vous avez à peu près martiaux. Comment le coup de lance a-t-il ou n'a-t-il pas été porté? Est-ce conforme à l'escrime romaine? Donc on peut dire qu'à peu près toutes les disciplines sont représentées. Et donc il y a eu un travail considérable qui a été fait, rien que pour la chimie de l'image.
Parce que le grand mystère, on va en parler, du linceul de Turin, c'est l'image. Comment cette image a-t-elle été faite? Il y a eu à peu près 150 000 heures de chimistes qui étaient engagés, simplement pour découvrir, pour essayer de comprendre comment cette pièce a été faite. Alors quand je dis unique aussi, toujours unique, c'est parce que c'est une image monochrome. Monochrome, ça veut dire qu'elle a une seule couleur. Pourquoi une seule couleur? Parce que vous avez des espèces de fibrilles, donc, qui ont tous la même couleur, et ce qui crée l'image, ce n'est pas le fait que c'est plus ou moins foncé, comme ça serait pour un tableau, si on charge le trait, c'est que vous avez plus ou moins donc, de fibres qui sont colorées au centimètre carré. Alors ça, c'est tout à fait unique. On imagine mal le faussaire peignant chaque fibrille. Et donc vous avez cette image qui est représentée et qu'on ne peut pas copier, qui ressemblerait, si vous ne le savez pas, peut-être à l'effet d'un rayon laser. On ne sait pas comment le produire. C'est une déshydratation, simplement, et on ne sait pas comment elle a été produite. Donc c'est unique de ce point de vue-là. Alors paradoxal, je vous disais tout à l'heure que le point important de la démonstration scientifique de l'authenticité, parce que ce qui est intéressant pour un scientifique, c'est une démonstration, c'est que cette pièce archéologique n'est pas reproductible. Bon. Et non reproductible, ça veut bien dire qu'elle représente ce qu'elle semble représenter. Et c'est pour ça que tout le monde est obligé d'admettre que ça ne peut pas être l'œuvre d'un faussaire, parce qu'un faussaire, il faut qu'il ait des outils pour le faire. Et si c'était pour prouver que ce n'est pas reproductible, on peut dire maintenant aux scientifiques du XXe siècle, quand même, qui ont des techniques et des moyens tout à fait sans commune mesure avec le passé, avec des microscopes qui grossissent 20 000 fois, par exemple, donc ces scientifiques devraient être capables de reproduire ce qu'un modeste faussaire du XIIe siècle, XIIIe siècle, c'est que personne ne peut le faire. Donc, puisque personne ne peut le faire, on est bien obligé d'admettre que ce n'est pas reproductible. Et quand on dit, bon, prenons comme hypothèse, toute hypothèse est possible en science, je prends un faux. Bon, un faux du XIIIe siècle. Bon, mais ce faux, comment a-t-il été fait? On ne sait pas. Quelle est la raison pour laquelle on l'a fait? Alors certaines personnes l'ont dit pour s'enrichir. Bon, mais à ce moment-là, on peut dire, mais quel est finalement le portrait robot du faussaire? Alors j'ai été amené à faire au symposium de Paris le portrait du faussaire, ce qui a fait rire tous les scientifiques qui étaient dans la salle, et qui étaient la plupart des scientifiques qui ont travaillé sur le linceul. J'ai dit, finalement ce faussaire, si on cherche à comprendre comment il fonctionne, quelles sont ses motivations finalement, on arrive au portrait robot sur. Il était modeste. Il cherchait à se faire connaître. C'est pas le propre des faussaires en général. Désintéressé, finalement, on n'a pas de trace qui soit enrichi. Il était discret. Inconnu. Alors bon, c'est plus grave. Encore, il préférait la vérité à la séduction. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vraiment n'a fait aucune faute. C'est un parcours sans faute. En principe, les faussaires recherchent plutôt la séduction à la vérité. Et puis il n'a pas hésité à choquer, parce que représenter le Christ nu, c'était pas ce qui allait lui rapporter le plus d'argent, puisque ça choquait. Bon. Ensuite, c'était, il a pris tout son temps. Il n'était pas pressé, ce faussaire, puisqu'il n'a pas fait de retouche. Donc il a dû, on imagine qu'il n'est pas arrivé à faire un portrait, une image aussi parfaite du premier coup. Donc c'est quelqu'un qui a pris son temps, quelqu'un soigneux, qui avait une haute moralité, j'allais dire. Bon. Et il a ajouté des choses qu'on ne voyait pas. C'est-à-dire que c'est un faussaire qui voyait très loin, c'était un prophète, puisqu'en principe, ce que cherche un faussaire, c'est d'être tout de suite probant, mais là, cela seul n'est pas très probant, sauf pour les scientifiques qui ont des moyens pour voir la logique intérieure. Donc il voyait loin, il voyait jusqu'au XXe siècle, d'une certaine manière. Donc on ne comprend pas pourquoi il aurait rajouté des choses qu'on ne voyait pas. Parce qu'il y a des choses qui ne se voient pas à l'œil nu et qu'on voit avec les microscopes. Donc c'est très étonnant. Et enfin, donc il était génial, puisque c'est le plus grand savant de tous les siècles, dans la mesure où nous ne sommes pas capables au XXe siècle, en prenant toute la communauté scientifique, de faire ce que lui a fait au XIIIe siècle. Donc c'est le ridicule. C'est le ridicule qui a amené, si vous voulez, le docteur Tite a rapidement écrit une lettre pour ne pas se disqualifier au conseiller scientifique du custode en disant « mais j'ai jamais dit que c'est un faux, personne ne peut dire que c'est un faux ». Bon. Donc c'est bien un mystère. Enfin un mystère, une énigme scientifique. Bon. Et alors que donc quand on cherche à faire l'exercice avec le faussaire, je vous l'ai fait rapidement, on ne sait pas quelle est la science, la technique qui a permis de faire ça, on ne sait pas pourquoi on l'aurait fait, ou un faussaire l'aurait fait finalement, un objet aussi parfait, je veux dire. Ensuite, on ne connaît pas l'histoire, il n'y a pas de mémoire, et il n'y a pas de sens. Donc, c'est la situation actuellement du carbone 14, c'est celle-là, c'est que c'est une affirmation
qui ne trouve nulle assistance dans les autres disciplines. C'est probablement l'énigme la plus provocante actuellement, parce qu'on a donc une image, et nous sommes à l'époque de l'audiovisuel, donc nous savons faire des images. Nous savons faire des images subliminales. On voit à la télévision une coquille qui devient un bateau qui devient un lotus. Enfin, on sait complètement transformer les images par des procédés mathématiques. On a une édition qui produit des images extraordinaires, et tout à coup, nous sommes incapables de comprendre comment cette image a été faite. Alors je vous disais paradoxal aussi parce que j'ai oublié de vous le dire, la salle de Turin est un positif-négatif. C'est-à-dire que l'image que l'on voit lorsqu'on a le linceul en face est un négatif. Mais l'image du corps. Mais vous avez une image sanguine. L'image sanguine, c'est du sang authentique, si on en croit toutes les expériences qui ont été faites. Et le sang, il est positif. Et quand vous voyez des photos, vous voyez que si la manière de distinguer la représentation positive du linceul et la représentation négative, c'est une tache de sang au front. Quand elle est foncée, c'est que vous avez affaire réellement à l'image qui est visible par les pèlerins. Et à ce moment-là, vous voyez l'image négative du corps. Et quand vous voyez une tache blanche, c'est qu'elle a été renversée. Et cette question de positif et négatif est primordiale parce que le British Museum, donc, qui fait partie, disons, de l'environnement de ceux qui ont affirmé ou laissé entendre que ce linceul était un faux, a représenté, si vous voulez, le positif. Alors que s'il a représenté le négatif, il est moins croyable que ce soit un faussaire, parce qu'un faussaire essaie de faire quelque chose de crédible. Et s'il y avait eu un faussaire, il aurait fait une image qu'il fallait retourner pour qu'elle soit vraiment probante. Donc vous voyez, il y a l'aspect, une logique vraiment très très passionnante sur laquelle il faudrait s'interroger. Donc si vous voulez, ceux qui essayent de tirer les conclusions d'une datation moyenâgeuse arrivent à des choses ridicules. Il ferait mieux de se taire, si vous voulez. Bon. Mais parce qu'ils sentent bien qu'il faut bien expliquer. Bon. Alors la raison, si vous voulez, de cette affirmation, maintenant je retourne la question. D'un côté, la communauté scientifique considère qu'il est authentique. D'un autre côté, vous avez le pouvoir médiatique qui donne la parole à ceux qui affirment d'une manière tout à fait scandaleuse que non seulement la datation en carbone 14 conclut à une date médiévale, ce qui serait possible, mais en même temps en laissant entendre que c'est un faux alors qu'il n'y a aucune signature de faux, et surtout, ce qui est encore plus grave si vous voulez, c'est sans donner la parole à la quasi-totalité des scientifiques qui ont travaillé, qui eux affirment que c'est exact, que cette pièce est authentique. C'est ce qui est scandaleux dans l'exposition British Museum, c'est-à-dire que les gens qui allaient voir l'exposition, on leur présentait qu'un point de vue, et sans montrer qu'il y avait des possibilités de rectification. Parce qu'il y a eu d'autres pièces, comme la carte du Vinland au British Museum, dans laquelle on a dit qu'on était revenu en arrière. On avait cru que c'était un faux, puis c'est authentique. Donc tu aurais pu avoir une présentation en disant, on a trouvé cette époque médiévale, ça paraît un peu étonnant, mais c'est à la recherche. Ça serait moins inquiétant. Mais quand vous avez des gens qui affirment quelque chose qui est tout à fait contradictoire, en ne présentant que ce point de vue, et sans dire qu'il peut y avoir quand même une révision après, vous vous dites forcément que ce sont des gens de parti pris. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont de parti pris sur cette pièce archéologique. Et alors moi je les appelle les scientistes, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une arrière-pensée derrière la science. C'est-à-dire qu'on utilise la méthode scientifique. Quand la méthode donne le résultat attendu, on dit la méthode est exacte, mais quand elle donne un autre résultat, on ne l'accepte pas. Donc ce sont des gens qui ne jouent pas le jeu scientifique. Et il y a une chose qui est scandaleuse tout de même, scandaleuse du moins, qui du moins pose une question, c'est que ceux qui ont prétendu avoir démontré que le linceul de Turin était un faux du XIVe siècle, eh bien ont reçu une somme importante, si vous voulez, que je cite. Il y a eu 1 million de livres qui ont été donnés à l'université d'Oxford, citation, qui a démontré l'année dernière que le suaire de Turin était un faux médiéval, par 45 hommes d'affaires et riches amis pour financer, dans le département du professeur Edward Hall, responsable de la datation du laboratoire d'Oxford, une nouvelle chaire qui sera occupée par le docteur Michael Tite, donc Michael Tite qui coordonnait la datation et qui a été obligé de dire « je n'ai jamais dit que c'était un faux », donc c'est bien lui. C'est pas le troisième homme, c'est le même,
Donc il y aura une nouvelle chaire qui sera occupée par Tite, coordinateur. Donc si vous voulez, c'est le Télégraphe du 25 mars 1989 qui l'affirme, ça n'a pas été démenti si vous voulez, et quand nous avons démontré que c'était authentique, nous n'avons pas reçu 1 million de livres. Non, mais quel était l'intérêt alors de ces hommes d'affaires de payer pour... C'est une question. C'est une question et nous n'avons pas de réponse. C'est-à-dire qu'on ne sait pas. Là encore, c'est comme les résultats bruts. On n'a pas les résultats bruts. On ne sait pas qui a donné 1 million de livres. Et nous voyons bien que le débat est pipé. C'est-à-dire que d'un côté, les médias ont donné la parole aux acteurs, ce qui est tout à fait normal. Mais on ne donne pas la parole, disons, on peut dire même la totalité de la communauté scientifique internationale qui a travaillé, quasiment, si vous voulez, pour faire part du reste. Donc c'est un parti pris. C'est donc, j'allais dire, entre guillemets, politique, au sens large, c'est une politique. Alors, nécessairement, pour toutes les raisons qu'on imagine, si cette démonstration est confirmée, et depuis maintenant bientôt 2 ans que j'en ai fait la présentation au symposium, personne ne l'a infirmé. Et autre détail important, c'est qu'il y avait le docteur Tite était au symposium pour représenter les laboratoires du carbone 14. Il y avait également Jacques Evin, qui est directeur du laboratoire radiocarbone de Lyon. Or, j'ai affirmé 2 choses très importantes. J'ai dit, premièrement, c'est un authentique au 3e degré par défaut. Deuxièmement, j'ai dit, la datation calendaire au carbone 14 est scientifiquement fausse. Ils étaient là. Bon, ils ont eu plus d'1 heure à la tribune. Aucun n'a attaqué ce que j'avais dit. Bon, ce qui est une sorte quand même de confirmation en négatif, par défaut, c'est que je sais que si nous avions été dans la position inverse, j'aurais dit quelque chose. Or, ils n'ont rien dit. Un peu comme si quelque part, ils n'étaient pas absolument convaincus de ce qu'ils disaient. Non seulement ils n'ont rien dit, mais quelques jours après, le docteur Tite qui était là dit « Je n'ai jamais dit que c'était un faux », et le British Museum, par la suite, enlèvera la référence au faux. Donc, si vous voulez, on voit bien que autant l'affirmation de la datation carbone 14 ne trouve aucun allié pour dire, mais c'est vrai, ça fonctionne bien votre histoire. Autant la thèse de l'authenticité, eh bien, ne rencontre pas de contradicteur sérieux. Le ciel voudrait qu'il y ait une exposition en 1998 pour présenter l'état de la recherche et qu'enfin il apparaisse, disons que pour la communauté scientifique internationale et pour l'humanité entière, que cette pièce est authentique, puisqu'au vu des recherches, elle est authentique.